Le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan a regagné Abidjan hier vendredi en fin de soirée après une mission de 4 jours au Portugal et en France. L'on constate une pénurie d'articles sur le marché local. Les spécialistes des denrées alimentaires expliquent cette situation par une baisse de la production due au changement climatique, l'insuffisance des terres cultivables au profit des cultures de rente, mais aussi par la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Après la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne qui a coûté son poste au Premier ministre David Cameron, les dirigeants européens tentent de préparer une transition la moins douloureuse possible. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan a regagné Abidjan hier vendredi en fin de soirée après une mission de 4 jours au Portugal puis en France. Le chef du gouvernement ivoirien était au Portugal dans le cadre de la tenue de la deuxième session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise en France. Daniel Cablon-Duncan a assisté au siège de l'Organisation de coopération et de développement économique à Paris à la présentation officielle des résultats de l'étude pour l'élaboration du plan stratégique de Côte d'Ivoire, pays émergent en 2020. Nous vous proposons d'écouter le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Nous avons fait, disons que 3 étapes importantes, celle de Lisbonne, au cours de laquelle nous avons signé avec notre homologue, le Premier ministre Antonio Luis dos Santos da Costa, 5 accords de coopération dans le domaine notamment de la communication, de la culture, dans le domaine aérien, dans le domaine de la santé entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes ensuite rendus à Porto, la ville économique. Nous avons eu un forum économique avec les hommes d'affaires. Il y avait 300 participants au moins dans cette rencontre économique entre, disons que, hommes d'affaires et femmes d'affaires du Portugal et de la Côte d'Ivoire. Et il y a d'excellents résultats, puisque nous avons envoyé une mission déjà qui viendra ici entre le 12 et le 20 juillet. Et après, nous sommes allés à Visio, qui est dans la partie nord donc, du pays. Et nous avons reçu les clés de la ville. C'est un honneur à faire la Côte d'Ivoire. Et au final, le 23 après-midi, nous avons été reçus par le président de la République à Porto. Et le président Marcelo Rebelo de Sousa était très heureux de cette coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire, a adressé ses félicitations au président Alassane Ouattara pour le travail important qu'il fait à la fois pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour la sous-région ouest africaine. Et disons qu'a même invité le président de la République à visiter le Portugal à sa convenance. Et à Paris, il s'agissait au niveau donc, du centre de développement de l'OCDE de signer un accord relatif au suivi du plan de PND 2016-2020 parce que le centre européen de développement de l'OCDE nous avait aidé dans l'élaboration du PND 2016-2020. Et nous avons eu bien sûr une rencontre avec tous les membres de l'OCDE, du centre de développement de l'OCDE. On a eu un échange très intéressant sur ce que la Côte d'Ivoire a fait. Et un certain nombre de pays d'ailleurs vont suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire, notamment le Sénégal, voire le Ghana et d'autres. On avait un échange très fructueux. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, a donc remis à la Côte d'Ivoire son rapport sur le développement du pays. L'organisation compte accompagner la Côte d'Ivoire à travers 3 rapports qui consignent les forces de l'économie ivoirienne, mais aussi des obstacles à franchir sur la route du développement. L'étude a été remise au Premier ministre Daniel Cablon-Duncan à Paris. Sylvie Touré. Lisbonne, Porto, Viseu et Paris. 3 destinations, un seul but, donner à la Côte d'Ivoire les moyens d'intégrer au cours des 4 prochaines années le prestigieux club des pays émergents. La Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur l'OCDE, l'Organisation de la coopération de développement économique.
Elle a commandité une étude auprès de l'institution pour avoir le regard de ses experts sur le projet. 3 rapports ont été élaborés. Ils stipulent que l'émergence passe par une croissance inclusive. Les experts de l'OCDE sont optimistes. L'émergence en 2020 est possible. Et les leviers importants à pousser, c'est vraiment cibler une diversification de l'économie, une modernisation de l'économie à travers un soutien pour toutes les chaînes de valeur agricoles qui font toujours la base de l'économie. Il faut aussi une démarche vers l'industrialisation. Il faut aussi créer une infrastructure qui peut soutenir cette émergence et le gouvernement est vraiment en train d'agir là-dessus avec une implication du secteur privé important. L'organisation accompagnera le pays dans sa marche et dans sa démarche à travers une assistance dans la mise en œuvre des stratégies et un suivi-évaluation. Un protocole d'accord a été signé à cet effet. Il renforce ainsi le partenariat avec l'OCDE, selon le Premier ministre. Chaque année, nous allons nous retrouver pour voir sur chacun des points, signaler comment nous avons avancé, où nous sommes en retard, comment c'est le mouvement, de manière à ce que d'ici 2020, nous ayons atteint l'émergence souhaitée. L'examen multidimensionnel de la Côte d'Ivoire s'est fait en 3 étapes. D'abord, l'évaluation initiale, phase de diagnostic réalisée sur le terrain et qui a mis en lumière les obstacles au développement. Ensuite, l'analyse approfondie des obstacles accompagnée de recommandations. Enfin, la phase 3, intitulée de l'analyse à l'action, consacrée à la mise en œuvre concrète des recommandations de politiques proposées. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir réalisé une telle étude auprès de l'OCDE. 7 experts du Fonds monétaire international sont ici à Abidjan. Ils vont passer en revue la coopération avec la Côte d'Ivoire. Ils vont s'imprégner du plan national de développement 2016-2020 afin de déterminer sa participation dans le financement. La mission du FMI rencontrera les ministères techniques à partir de lundi prochain, nous dit Adama Kone. Séance de rattrapage pour le Fonds monétaire international, FMI, pourrait-on dire. Silencieuse lors du groupe consultatif de Paris, les 17 et 18 mai dernier, l'institution de Bretton Woods a dépêché une mission à Abidjan depuis ce vendredi. Feuille de route, feuilleter le plan national de développement, PND 2016-2020, pour déterminer la contribution du FMI au financement. Le montant de soutien financier dépendra des besoins identifiés et aussi de la force des politiques qui sont dans le programme. Au-delà, l'institution financière internationale affiche sa détermination à être une compagne stratégique de la Côte d'Ivoire sur son parcours vers le développement. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années, est dans une période ascendante très très belle, si vous voulez, mais le monde est fait parfois des difficultés, il peut y avoir des chocs externes, des problèmes de sécurité, de termes de l'échange. L'environnement international aussi est moins favorable qu'il ne l'a été. Et donc il est important, si vous voulez, de faire en sorte que la belle histoire qu'on est en train de vivre continue et que si justement il y a des difficultés exogènes et autres, qu'on puisse y faire face. C'est ça un peu l'enjeu, si vous voulez, et donc notamment pouvoir assurer la viabilité de la dette et aussi la viabilité des finances publiques à long terme. Forte de 7 membres, la mission du FMI qui débute officiellement lundi prochain avec les rencontres techniques avec la partie ivoirienne durera 2 semaines. Tout à fait autre chose à présent, l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, a tenu la première session 2016 de son comité de gestion locale du parc national du Mont Peko. Il s'est agi à cette occasion de faire le point des mesures de protection mises en place pour la sauvegarde des forêts protégées. À cette occasion, le comité d'évaluation a annoncé qu'à partir du 30 juillet, les 2000 occupants illégaux du Mont Peko seront déguerpis. Serge Colliard. Le parc national du Mont Peko sera vidé de ses occupants illégaux à partir du 30 juillet prochain. C'est ce qui ressort du comité de gestion locale de cette réserve. Cette première session 2016 a réuni les membres du corps préfectoral de la région du Guémont, les élus, les chefs de village et de communauté, ainsi que les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Au dire du directeur de zone ouest de l'OIPR, le lieutenant-colonel Moïse Zanou, 2000 personnes identifiées vont être déguerpies.
Le délai de cette mesure gouvernementale a été proposé à l'issue d'une mission conjointe de quelques membres du gouvernement, de l'ambassade du Burkina Faso, de l'OIPR et d'organismes humanitaires. Dans environ un mois, le processus d'évacuation sera lancé. Le mont Péko sera fermé à toute forme d'exploitation illégale en vue de la préservation de cette forêt protégée. C'est un défi majeur pour nous. Parce que le parc national du Mont Péko, qui est un parc de montagne, regorge de beaucoup de diversité biologique. Nous pensons que si tout se passe bien, d'ici 5 ans, les écosystèmes naturels vont commencer à se reconstituer et nous aurons gagné tous. Un atelier de suivi du plan annuel d'activité 2016 du parc national du Mont Sangbé s'est également tenu à Biancoumane. Dans le cadre du projet de conservation des ressources naturelles, le Mont Sangbé a bénéficié d'un financement de la France à travers le C2D, le contrat de désendettement et de développement. Ces moyens déployés ont favorisé une meilleure protection du Mont Sangbé de la vie de tous. Serge Kolia Dembokro et nous sommes au centre de la Côte d'Ivoire. Dembokro est le théâtre dans plusieurs de ces localités d'exploitation de l'or, une activité réglementée mais exercée par de nombreux clandestins. Les populations s'inquiètent de la présence massive d'orpailleurs et des conséquences que cela peut engendrer. Jeune Atoubé. Comment faire pour que les populations tirent profit de l'exploitation artisanale de l'or dans la région de Dembokro? La conférence publique sur le thème « Industrie minière et développement local » cas du département de Dembokro a été l'occasion pour les autorités administratives locales, les élus, cadres, populations et chefferies traditionnelles d'exprimer leurs attentes. Ils se sont accordés sur la nécessité de faire respecter le code minier, nécessité de faire appliquer aussi l'arrêté du 11 janvier 2016 signé du ministère des Mines et de l'Industrie. Arrêté qui contraint tout exploitant à se soumettre à la législation en vigueur. Non seulement nous allons prendre ces orpailleurs, mais nous allons également appréhender nos frères et sœurs qui les cachent. Dites-le, il faut le leur dire. On ne va pas faire de cadeau. Nous allons prendre l'engagement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de faire en sorte que nos parents sortent de l'obscurité en matière de connaissance de la réglementation de la législation minière. Niamie Yao, spécialiste des questions de développement et expert en mines, a indiqué lors de sa conférence que l'exploitation minière est une question qui engage la responsabilité de tous. Une réponse à l'inquiétude des uns face à l'arrivée massive d'exploitants opérant dans la clandestinité et la peur des autres craignant de ne pas bénéficier des retombées de cette exploitation. La mutuelle de développement Agba Sakiari, initiatrice de cette conférence publique, se propose d'engager avec la participation de l'autorité préfectorale des tournées d'information sur les conditions de l'exploitation minière artisanale en Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, de plus en plus l'on constate une pénurie d'attiqués sur le marché local. Les spécialistes des denrées alimentaires expliquent cette situation par une baisse de la production due au changement climatique, l'insuffisance des terres cultivables au profit des cultures de rente, mais aussi par la maladie de la mosaïque africaine du manioc. Pour s'attaquer à cette maladie, une campagne de sensibilisation a été lancée hier dans le département de Jacquesville par la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique Ramatali Bakayoko. Et c'était en présence de notre reporter Francis Boafo pour RTI 1. C'est la 4e culture végétale au monde. Le manioc représente la première source de calories et constitue la nourriture quotidienne de plus de 800 millions de personnes. Culture de subsistance à l'origine dans les villages et petites villes, le manioc est devenu une denrée commerciale permettant aux ménagères de se prendre en charge. On ne peut pas attirer là 2 fois dans la semaine. Si on a attiré au toit, si c'est bien plein, souvent on peut sortir au moins 40 000, soit 50 000. Si ce n'est pas bien plein, 30 000. Source de revenus, l'Afrique de l'Ouest produit 30,8% du manioc dans le monde, selon la FAO, soit plus de la moitié de la production du continent africain, 56,4%. Mais, préviennent les experts, la production pourrait considérablement baisser les années à venir à cause du virus de la mosaïque africaine du manioc. Présent déjà dans les plantations en Côte d'Ivoire,
Ce virus induit des pertes de rendement allant de 40 à 90% selon des chercheurs ivoiriens. Pour réduire ces pertes, une campagne de sensibilisation sur les maladies du manioc est lancée. Il s'agit d'apprendre aux producteurs à faire la différence entre les plantes malades et saines. On reconnaît une plante malade lorsqu'on la compare à une plante saine. La plante saine est toute verte. La plante malade est un peu jaune. Elle a ce que nous appelons des chloroses. Lorsqu'il contacte qu'il y a une plante qui est malade, il faut qu'il contacte l'ANADER. L'agent de l'ANADER qui les suit. Et nous sommes en collaboration avec l'ANADER. L'ANADER va nous appeler, nous allons aller prendre des échantillons et les tester au laboratoire. Le laboratoire va nous permettre de confirmer si la plante est malade ou non, de caractériser les virus, mais aussi savoir quelle solution trouver pour les paysans. Lancée dans la région des Grands Ponts, cette campagne de sensibilisation sur les maladies du manioc va s'étendre aux 30 autres régions de la Côte d'Ivoire. Il y a 25 à 32 tonnes à l'hectare. Je pense qu'avec les travaux qui sont en train d'être faits dans nos laboratoires, peut-être que nous pouvons arriver à 40, 50 tonnes, pourquoi pas. Et donc, aussi bien continuer l'exportation de la tchéké et des autres produits à partir du manioc et subvenir aux besoins au niveau national. En Côte d'Ivoire, la production annuelle de manioc atteint 2,41 millions de tonnes. Et c'est un reportage de Francis Boifo. Les cotonculteurs de Niakaramandougou et de Bouandougou sont récompensés par la société d'exploitation cotonnière. L'initiative vise à les encourager au travail pour relever le niveau de production qui est en baisse cette année. Abdul Kader Segodogo, RTI Boaké. Produire du coton de qualité et en quantité, c'est le défi que veut relever toutes les sociétés cotonnières de la Côte d'Ivoire. La société d'exploitation cotonnière OLAM veut passer par les producteurs, premier maillon de la chaîne de production de l'or blanc en Côte d'Ivoire. Ceux de Niakaramandougou et Bouandougou ont reçu du matériel agricole pour le travail abattu la saison dernière, mais surtout les encourager à produire plus cette année. 84 producteurs ont été sélectionnés sur la base du meilleur rendement et du remboursement intégral du crédit reçu en début de campagne. Les responsables de la SECO ont encouragé les paysans à redoubler d'efforts afin d'accroître leur production. Cette structure cotonnière s'est engagée à mettre à la disposition des producteurs les semences et les intrants à temps. Nous motivons toujours les producteurs, toujours en donnant des intrants de qualité. Ils sont en quantité. Ils sont arrivés à temps, de telle sorte qu'avec les premières pluies de fin mai, certains producteurs ont déjà commencé à semer. À Niakaramandougou, Ouattara Amadou et Soro Sana ont été désignés meilleurs producteurs. Silue Zigizongi et Soro Naou ont reçu les dons de superproducteurs avec respectivement 16 et 20 hectares de superficie cultivée à Bouandougou. Moi seul j'avais produit 19 hectares et j'ai fait 39 tonnes 642 kilos. Bon, et avec mes coéquipiers qui se sont ajoutés à moi, bon, j'ai pu envoyer à la SECO 115 tonnes de coton. Pour la campagne 2016-2017, la Côte d'Ivoire veut atteindre une production annuelle de 600 000 tonnes contre 350 000 la campagne dernière. Et parlons maintenant de l'importance du préscolaire qui demeure un atout pour le développement harmonieux de l'enfant. En Côte d'Ivoire, peu d'enfants fréquentent le préscolaire, malheureusement. Notre reporter Walter Amadou Ouattara nous parle des facteurs qui concourent au faible taux de fréquentation des structures d'encadrement du jeune enfant. Voici son reportage. Dabakala, centre de protection de la petite enfance. Seulement 70 pensionnaires pour une capacité de plus de 200 enfants. Le centre de la petite enfance n'est pas beaucoup fréquenté. Nous avons que 68 tout petits qui sont au centre scolaire. Et donc nous appelons véritablement nos parents à inscrire les enfants. Mais au-delà de ça aussi, on peut noter certaines difficultés. Il y a beaucoup de parents qui sont illettrés, qui eux-mêmes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc ils ne voient pas forcément la nécessité de mettre l'enfant à l'école. Pauvreté, analphabétisme des parents, quelques entraves à l'accès du préscolaire aux tout-petits. En 2012, une étude du ministère du Plan et du Développement révélait qu'un enfant d'un milieu favorisé a 20 fois plus de chances d'être inscrit dans un centre d'encadrement du jeune enfant. Celui qui a fait la maternelle, lui, on a eu le temps de voir comment il vit, on a eu le temps de rééduquer son comportement parce que chez nous, on dit le meilleur âge pour éduquer un enfant, c'est de 0 à 5 ans. En réponse à cette situation, un projet, le DIGE, Développement intégré du jeune enfant. Il s'agit d'informer, éduquer les parents, les familles et communautés à adopter les bonnes pratiques de soins
de protection et d'éveil du jeune enfant. Pour consolider les acquis du DIGE et améliorer ses actions en faveur du jeune enfant, un séminaire s'est tenu à Yamoussoukro. Participant, une cinquantaine d'acteurs appuyés d'experts de la petite enfance. L'enfant sera pris dans sa globalité et cela est un atout pour l'éducation, formation, pour le développement global de l'enfant. Et je ne suis pas satisfaite parce que l'enfant est l'homme de demain. Avoir donc un document consensuel qui donne une vision, des stratégies et un plan opérationnel pour effectivement faire en sorte que à la fois les parents, les enseignants et les encadreurs puissent effectivement travailler ensemble. Coordonnée par le ministère du Plan et du Développement, la présente session de réflexion a été financée par l'UNICEF. Son objectif, contribuer efficacement à une meilleure prise en charge de la petite enfance. Elle est toujours au chapitre éducation. L'école primaire publique de Nanoufla, commune de Bédiala, vient de recevoir des tables bancs et des kits scolaires qui serviront la rentrée prochaine. C'était le don de la coopérative agricole du Haut-Sassandra. Thérèse Tapeyoboué. Nanoufla est une localité située dans la commune de Bédiala, dans le département de Daloa. L'école primaire publique de ce village, créée en 1975, connaît aujourd'hui d'énormes difficultés. Manque de tables-bancs. Dans certaines classes d'un effectif de 56 élèves, il n'y a que 9 tables-bancs. En outre, cet établissement n'a pas de clôture, exposant ainsi les écoliers à toutes sortes de dangers. Face à toutes ces difficultés, la coopérative agricole du Haut-Sassandra a fait parler son cœur en remettant des tables-bancs et des kits scolaires aux responsables de l'école. Pour la coopérative agricole du Haut-Sassandra, cette action vise à lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture et aider l'État de Côte d'Ivoire dans son combat contre la déscolarisation des enfants. Le président du COGES et le maire de Bédiala ont exprimé leur gratitude aux responsables de la société coopérative du Haut-Sassandra pour leurs gestes qui entrent bien dans la vision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui prône l'école pour tous dans une Côte d'Ivoire tournée vers un développement harmonieux. Sachez que la RTI lance ses émissions de vacances, toutes réunies pour captiver chez les téléspectateurs et auditeurs de la radiodiffusion télévision ivoirienne avec RTI 1, RTI 2, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2 et RTI Boaké-Rigoré. Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI 1 et RTI 2 prennent rendez-vous avec auditeurs et téléspectateurs pendant ces vacances 2016 pour tenir en haleine le public. Ces chaînes adaptent leur contenu afin d'assumer pleinement l'une des missions de la radiodiffusion télévision ivoirienne, le divertissement. Radio Côte d'Ivoire va à la rencontre de ses auditeurs avec Radio Vacances. Les équipes de production vont sillonner 9 villes du pays. La plupart des productions vont sensibiliser la jeunesse. Nous allons sensibiliser les jeunes gens sur les risques du VIH-Sida et sur le tabagisme. Fréquence 2 se positionne comme la radio des jeunes avec des innovations pour ses vacances. C'est vraiment une tranche jeune, une tranche fun où on va avoir des pupils en termes d'invités, où on va avoir des auditeurs qui participent parce qu'ils ont leur part d'animation dans ce programme. Petit choco sur le côté, concours de drague. RTI 2 mettra un accent sur des telenovelas et fera surtout la part belle aux jeunes à travers plusieurs programmes. RTI 2 vient cette année avec 2 nouveaux jeux qui viennent pour consolider leur position et donner aux téléspectateurs de pouvoir se faire apprécier et également solliciter pour les téléspectateurs le soutien et l'accompagnement qu'il faut dans ce sens-là. Sur RTI 1, des émissions phares font leur retour. Podium et Clash vont rythmer les vacances, sans oublier les films des réalisateurs ivoiriens. Nous aurons le grand retour de la fiction ivoirienne et une fiction africaine qui s'appelle Sté. Sté, c'est tous les mercredis à 20h50 sur RTI 1 et où il est question de la problématique des couples mixtes. Ce contenu de programme alléchant a besoin d'être accompagné par les sponsors. C'est pourquoi le directeur marketing de la RTI les invite à associer leur image à toutes ces productions qui draineront du monde pendant ces vacances.
La cellule anti-drogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké chez la brigade anti-drogue des douanes ivoiriennes ont saisi des drogues et des produits pharmaceutiques non enregistrés d'une valeur de plus de 250 millions de francs CFA. Ces produits ont été incinérés. Abdulkader Segodogo, RTI Bouaké. 300 kg de cannabis, 3 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés, 2 tonnes de cigarettes de contrefaçon, des doses de cocaïne et un lot de faux billets. Ce sont les saisies de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké et de la brigade antidrogue des douanes ivoiriennes. Valeur des saisies, plus de 250 millions de francs CFA. Ces saisies, nocives pour la santé de leurs consommateurs, ont été incinérées. Cette destruction s'est faite sous la supervision des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité de Bouaké. Ces autorités ont salué le travail abattu par les hommes en armes, tout en invitant la population à coopérer. Le procureur de la République félicite vraiment toutes les forces pour le travail qui est fait sur le terrain. Le procureur de la République profite également de ce micro pour encourager les forces à coopérer aussi avec Interpol. Il faut démanteler tous ces réseaux. Partout, ces groupes criminels sont établis. Nous avons mis beaucoup de temps dans cette région à dire aux gens ne faites pas cela, ne faites pas ceci. En tout cas, ça a trop duré. La récréation est terminée. Pour les douanes ivoiriennes, la pratique de ces activités est dangereuse pour le pays. Cette saisie est le fruit de 2 ans d'intenses activités de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké. La gendarmerie nationale a appréhendé 115 personnes, dont 3 femmes, qui ont été déférées à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké, ainsi que celle de Katiola. 20 fumoirs détruits à Bouaké, Katiola et Niakaramandougou. Un champ de cannabis a brûlé à Marabadiassa. Karim Wade, fils de l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade, qui purgeait une peine de 6 ans de prison pour enrichissement illicite, s'est rendu hier vendredi au Qatar après avoir été libéré sur grâce présidentielle, une mesure qui alimente une controverse au Sénégal. Après elle, la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne qui a coûté son poste au Premier ministre David Cameron et laissé un pays divisé chez des marchés mondiaux en difficulté, les dirigeants européens tentent de préparer une transition la moins douloureuse possible pour éviter la déroute. Kader Ouattara, Abou Sanogo. À peine remis de leurs émotions, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs de l'Union européenne planchent sur l'après-Brexit à Berlin. Et ils sont dans la capitale allemande pour s'assurer qu'après le choc de la sortie de la Grande-Bretagne, la transition soit la moins douloureuse. Et ils veulent aussi éviter l'effet domino dans un pays comme la Hollande et rendre l'Union européenne plus efficace. Ces ministres ont tour à tour réaffirmé leur volonté de tourner rapidement la page en appelant la Grande-Bretagne à entamer au plus vite le processus de sortie qui prendra au moins 2 ans. Notons que cette réunion intervient 3 jours avant la tenue d'un sommet européen sur le Brexit prévu les 28 et 29 juin. Des inondations provoquées par de gros orages et des pluies torrentielles ont fait 23 morts en Virginie occidentale dans l'est des États-Unis d'Amérique. 100 habitations ont été gravement affectées ainsi que plusieurs maisons de retraite. Quelques 60 000 foyers restent privés d'électricité ou de gaz et plusieurs routes sont coupées en raison d'arbres tombés sur la voie. Et nous allons terminer avec du sport éliminatoire mondial 2018. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires. Les éléphants vont jouer contre le Maroc, entraîné par Hervé Renard, leur ancien coach. Autre équipe dans la poule de la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mali. La Côte d'Ivoire connaît ses adversaires pour le 3e et dernier tour des éliminatoires du mondial 2018 zone Afrique. Les champions d'Afrique en titre ont hérité du groupe C, en compagnie du Gabon, du Mali et du Maroc. Les éléphants retrouvent le Gabon avec lequel ils sont dans le même groupe des éliminatoires de la CAN 2017. Dans cette équipe se trouve le meilleur joueur africain, Aubameyang. Le Maroc, avec à sa tête Hervé Renard qui a conduit les éléphants à la victoire finale de la CAN 2015, est un sérieux client pour les éléphants de Michel Dissué. Le Mali est toujours difficile à jouer pour les éléphants. Et la dernière CAN la teste bien avec un nul 1-1 acquis
en fin de partie. Ce sont des bonnes équipes. Après, eux aussi, ils savent que jouer contre la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Donc maintenant, il convient pour nous d'avoir le plus grand respect et de bien préparer nos matchs. Avec un groupe rajeuni, Michel Dissu attaquera sans complexe ses éliminatoires dans une poule C assez relevée. Le groupe B avec la Zambie, le Cameroun, l'Algérie, le Nigeria. Le groupe D avec le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Cap-Vert. Enfin, le groupe A, la Tunisie, la Guinée, la RDC et la Libye. Les éliminatoires qui se disputeront en 6 journées commenceront le 3 octobre pour s'achever le 17 novembre 2017. Sébastien Ouignet, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.